on va regarder quand même notre petit doigt, savoir ce qui se passe, et pas seulement le soleil, ce qui se passe en France dans cet écosystème numérique et des startups. Nous, on a eu une très belle expérience avec Vincent Beaufils la semaine dernière. On a organisé le premier sommet des startups à Paris, c'était au Palais Brongniart. On a eu près de 1000 personnes qui sont venues toute la journée, dont 600 start-upers. C'était très impressionnant. Beaucoup de cadres aussi supérieurs, des fameux digital officers, mais pas seulement des grandes entreprises étaient là. On a le sentiment qu'il y a une sorte de vague. Xavier Niel est venu le soir avec Villemotte nous présenter son incubateur qui sera le plus grand du monde, paraît-il, à 1000 startups à la Halle Fraissinet. On a l'impression qu'il y a une vague incroyable quand même, à HEC aussi, puisque beaucoup de startups que vous retrouverez dans le numéro de challenge que vous avez distribué viennent des grandes écoles et en particulier d'HEC. Donc on a l'impression qu'il y a une vague inouïe, peut-être presque plus qu'à Londres ou à Berlin, qui étaient les capitales européennes des startups. Et pourtant, on est très très loin de ce qui se passe dans d'autres pays sur les levées de fonds, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a un hiatus pareil ? Non, alors, il faut se féliciter de ce qui marche, parce que tout ne marche pas dans ce pays, mais il est vrai que moi je voyage beaucoup, je suis plus de la moitié de mon temps à l'étranger, et je pense que, en plus je me retrouve pas mal dans des espèces de réunions très institutionnelles avec des gouvernements surtout européens, mais aussi africains, d'Asie du Sud-Est, etc. Et ça me donne, j'ai quand même un bon thermomètre de la perception que peuvent avoir ces acteurs-là de la France. Quand vous vous retrouvez dans un déjeuner, qu'au bout de 5 minutes, les gens vous parlent des 35 heures, la taxation à 75%, vous voyez bien qu'on n'émet pas les meilleurs signaux. Alors ça, c'est un peu derrière nous. Et moi, ce dont on me parle presque systématiquement, alors c'est un prisme qui est évidemment numérique parce que c'est mon métier, mais effectivement, c'est la French Tech, qui est devenue nettement plus visible que London Tech City. Et ça, c'est vraiment, je crois, probablement une des meilleures choses qu'a fait le gouvernement à l'égard de l'innovation, c'est d'arriver à faire une sorte de soft power digital au travers de cette marque. Et d'ailleurs, ne nous y trompons pas, lorsque les citoyens l'adoptent, lorsque vous voyez des gens se balader avec le petit coq, là, qui est l'emblème de la French Tech, ça veut dire que ça a réussi. Un truc qui ne marche pas, c'est quand vous avez le pouvoir public qui gesticule. Alors, et que c'est pas... Gilles, ça a réussi, c'est très sympathique, mais quand on regarde, quand on se met vraiment du point de vue du business, en France, vous savez, vous connaissez le concept des licornes, donc c'est ces sociétés non cotées créées depuis 2000, qui pèsent plus d'1 milliard de dollars. Et bien en France, il y a un débat là-dessus, puisque par définition, elles ne sont pas cotées, donc c'est compliqué de savoir exactement les valorisations. Selon notre comptage, il y en a 3, vous en voyez qu'une. En tout cas, de toute façon, c'est ridicule par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Donc on arrive à lever 100 000 euros pour monter sa start-up, 1 million d'euros, mais quand il s'agit de lever 40, 50, 100, il n'y a plus grand monde quand même en France. Donc bon, pour faire court, en termes d'image, il y a eu quelque chose qui a changé en France. Et je crois qu'il faut encore une fois s'en féliciter. Et c'est pas uniquement la French Tech, c'est aussi les initiatives de Xavier Niel, donc la Halle Fraissinet, l'école 42, le fait qu'au CES à Las Vegas, on revient quand même avec pas mal de médailles, et puis on a une grosse délégation, très largement financée par la French Tech d'ailleurs. Donc tout ça est positif. Ce qui l'est moins, c'est le fait que les entrepreneurs français ont du mal à se développer pour un certain nombre de raisons. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis en train de mener un travail qui vise à évaluer la raison pour laquelle il y a une si grande différence entre le nombre d'unicornes qui existent dans les différents pays européens, à l'échelle des 28 pays européens. Donc pour vous donner une idée, en France, on a une seule unicorne, je suis désolé, dans des critères stricts qui sont nés après 2000, pas cotés en bourse, avec une valorisation supérieure à 1 milliard, on ne trouvera que Blablacar. Vous faites le même exercice en Suède, on est sur le point d'être à 7, on est à 6 certainement aujourd'hui, il y a une levée de fonds qui est en train de se finir, donc on est à 7. Au Royaume-Uni, vous êtes au-delà de 15, et à la fin de l'année, si on a de la chance, on sera à 3, 4 en France. En Suède, il pourrait très bien être à 15, 20,
Et au Royaume-Uni, il pourrait être entre 20 et 30. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, ne serait-ce que pour aller rattraper la Suède, ce qui peut être dans nos cordes quand même? Alors, j'ai pas fini, donc ce travail il commence, donc j'ai pas encore fini, mais très clairement, on voit, il y a 2 ou 3 facteurs qui jouent rapidement, c'est l'accès au capital. Donc il y a eu évidemment en BPI une grosse amélioration de ce phénomène-là, mais pourtant, c'est pas encore ça, c'est pas harmonisé, et puis de toute façon, quand c'est des opérateurs publics qui le font, peut pas être aussi bien que lorsque ce sont des opérateurs privés. C'est pas un prisme politique que j'aimais là. Le deuxième aspect, c'est les écosystèmes. C'est le fait d'être capable de faire des écosystèmes de taille critique où on va trouver un certain nombre de dynamiques à la fois des chercheurs, des grandes entreprises, des startups, et être capable de fédérer des écosystèmes cohérents là-dessus, c'est fondamental. Et puis le troisième aspect, et je crois qu'il faut le dire, c'est de réformer l'enseignement supérieur. Avoir un enseignement supérieur... Concrètement, puisque ça nous intéresse un petit peu ici, c'est quoi, dans la perspective de 2017, là, il faut que tu donnes quand même des guidance, comme on dit en bon français, à nos moi, j'étais avec les amis gens politiques. On a un truc qui s'appelle le DESI, le Digital European Scoreboard. La France se casse la figure dedans. On est 18e, on était 13e il y a 2 ans, lorsqu'il est sorti. C'est pas une bonne nouvelle. Le DESI mesure un certain nombre de choses, dont le capital humain. Et les gens d'Eurostat, ce qu'ils disent à l'égard de la France, c'est la qualité du capital humain en France se dégrade relativement significativement et il n'est pas orienté vers le digital du tout. Et moi, c'est ce que je constate. C'est-à-dire que vous sortez, pour la plupart d'entre vous, d'une école très prestigieuse. Vous avez 20 000 personnes qui sont remarquablement bien formées. On n'arrête pas de s'auto-congratuler de la qualité de ces formations, etc. Je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on fait le monde de demain. Quand vous êtes face à Oxford, Yale, à des grandes écoles du Royaume-Uni qui sont capables, je prends juste ces 2 écoles, de former autant de gens que toutes les grandes écoles françaises, et qu'elles ne sont que 2, et que vous avez aujourd'hui, je crois, 6 grandes écoles au Royaume-Uni qui sont dans le top 20 de Shanghai, on a un problème. Donc la réforme de l'enseignement supérieur, c'est la réforme de l'université, c'est faire en sorte qu'il y ait de l'autonomie, une vraie autonomie, qu'il y ait la capacité de fixer soi-même ses tarifs, qu'il y ait des boards qui ne soient pas structurellement décidés par l'État. Je me pose même la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comme les anglo-saxons qui n'ont pas de ministère de l'enseignement supérieur. Je veux dire, si on veut avoir une qualité, mais même je dirais une qualité de production intellectuelle qui soit bonne dans ce pays, qui est quand même la base avec les médias, d'un débat public de bonne qualité, il faut qu'on ait des universités qui produisent de la pensée. Et on n'en est pas là. Alors, pas de ministère de l'enseignement supérieur, c'est parfaite liaison avec une question de la salle, c'est est-ce qu'en France, on n'est pas trop colbertiste pour être digital? Est-ce que c'est pas ça notre problème, finalement? À vouloir tout... la propension à créer des usines à gaz, est-ce qu'elle n'est pas... Toi qui vas beaucoup, je cite, dans des espèces de réunions très institutionnelles, est-ce que tu n'as pas cette impression? Je pense que je ne veux pas avoir de prisme idéologique à cet égard. Il faut les 2. On a une chance, c'est d'être colbertiste. Et on a une damnation, c'est d'être colbertiste. C'est-à-dire que le colbertisme, ça permet par exemple d'avoir un système de santé unifié d'un bout à l'autre du pays. Et c'est un avantage énorme lorsqu'on veut le digitaliser. Les États-Unis, le Royaume-Uni, un certain nombre de pays ont beaucoup de difficultés à avoir des systèmes de santé qui mutent vers le digital parce qu'ils ne sont pas unifiés. Donc ça, c'est l'avantage que l'on peut avoir, c'est de Dunkerque à Menton, d'avoir des systèmes unifiés. Puis de l'autre côté, c'est absolument dramatique lorsque, eh bien, effectivement, sur des éléments qui nécessiteraient d'avoir de l'autonomie, comme les systèmes éducatifs, d'avoir la volonté d'imposer une vision, souvent d'ailleurs au nom de la République, au nom d'un ensemble de valeurs qu'on croit de nature quasi religieuse, d'imposer ce type de vision, et je crois que ça ne fonctionne juste pas.